Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Ouais, c'est pas faux. Et alors ? Je voulais parler à des gens intéressants, enrichissants de par leur culture ancestrale. Passion médiéviste, des rencontres. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la série Rencontres, l'annexe en quelque sorte de Passion médiéviste, où je propose de rencontrer des personnes qui font vivre le Moyen-Âge aujourd'hui, qui transmettent le goût pour l'histoire médiévale au grand public et qui à leur niveau luttent contre les idées reçues sur cette belle période de 1000 ans. Pour cette 7e rencontre, je vous propose de rencontrer Emmanuel Laurentin. Bonjour. Bonjour. Emmanuel Laurentin, vous êtes journaliste et depuis 1999, donc depuis 20 ans, vous produisez et animez l'émission La Fabrique de l'Histoire sur France Culture du lundi au vendredi de 9h à 10h. Nous enregistrons aujourd'hui d'ailleurs dans un lieu assez particulier, vous entendez les auditeurs, ça résonne un petit peu. Nous sommes au 22e étage de la maison de la radio. Vous avez proposé qu'on enregistre ici, je vous remercie, il y a pire. Hein, il y a une belle vue, effectivement, une très on voit belle vue. Paris sur 360 degrés. Oui, on voit tout. Vraiment, je mettrai des photos sur les réseaux parce que c'est très très beau comme endroit. Je vous propose qu'on commence par revenir un petit peu sur votre parcours et même jusqu'à vos études, car il se trouve que vous avez fait des études d'histoire médiévale à l'université de Poitiers où vous êtes né. Pourquoi vous avez eu envie d'étudier l'histoire ? Alors l'histoire, c'est une histoire qui remonte assez loin, c'est-à-dire que mon grand-père, qui était un paysan aux mains blanches, comme on dit dans ma région, c'est-à-dire que c'était un paysan, mais c'était pas lui qui faisait les terres, il était avec des compagnons, comme on disait dans sa ferme, qui faisaient les terres dans cette petite commune de la Vienne qui s'appelle Cherves. Eh bien, mon grand-père était un grand passionné d'histoire. Il avait retrouvé dans la maison dont il avait hérité des chartes du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle et il les a notées. Et donc, je participais de loin à cette activité-là en lui servant un peu d'assistant. Il me faisait lire les bulletins de la Société des antiquaires de l'Ouest, une des sociétés savantes les plus anciennes en France, dont il était un adhérent. Et assez rapidement aussi, il était abonné à Historia et à Historama, qui étaient donc deux revues très grand public d'histoire dans les années 60 et 70. J'ai récupéré ces revues dans son arrière-cuisine, où il les stockait. Et donc, c'est par là que je suis venu à l'histoire. C'est par ce biais-là, en discutant avec lui d'histoire et en parlant beaucoup des grands personnages. J'avais sur ma table de nuit, ça n'est pas la moindre de mes contradictions, une grande biographie de Robespierre et une autre grande biographie de Bonaparte-Napoléon. Donc, j'arrivais, j'imagine, à allier les deux personnages qui étaient un peu mes personnages fétiches de mon enfance. Donc, c'est de là que vient l'histoire de mon histoire par rapport à cette discipline. Et puis ensuite, l'école, évidemment. Un petit oubli pendant le lycée, parce que je pense que je n'ai pas eu les professeurs qui m'ont passionné. Et ça n'est qu'une redécouverte tardive, puisque c'est après le bac, quand je suis rentré en Hippocagne et en Cagne, à Poitiers, que j'ai eu un formidable professeur d'histoire qui m'a redonné le goût à l'histoire, puisqu'il était à la fois homme de théâtre et professeur d'histoire, et qu'il minutait ses cours, qu'il écrivait entièrement, tel un acteur qui s'interrompait toujours avec une sorte de moment de suspense à la fin du cours, au moment où sonnait la fin du cours, qui nous permettait d'attendre la semaine suivante, le cours suivant, et c'est ainsi que j'ai redécouvert l'histoire de la Révolution française comme une sorte de feuilleton. Et je pense que ce sens du récit qu'il avait m'a beaucoup influencé plus tard, sans même le savoir, dans le choix que j'ai fait de faire de l'histoire à la radio. Et pourquoi avoir choisi de faire un master sur l'histoire médiévale ? Parce que d'abord, Poitiers était spécialisé en histoire médiévale avec le CESCM, où j'ai travaillé donc, en tant qu'étudiant. Parce que, par ailleurs, le patrimoine roman était considérable dans toute cette région Poitou-Charentes, Saintonge, tout autour de Poitiers. Et parce qu'aussi, j'étais un médiéviste, disons, médiocre. Non pas un médiéviste médiocre, j'étais un latiniste médiocre. Et que mon latin ne me permettait pas de faire de l'histoire antique. Je me suis tourné vers l'histoire médiévale qui, disons, était plus simple dans la pratique du latin que l'histoire antique. Et je me suis tourné donc vers un master qui m'a été inspiré par mes directeurs de maîtrise à l'époque, qui étaient Robert Favreau, Elisabeth Carpentier et Georges Pont, qui tous
ont couvé ma volonté d'être médiéviste dans ces années-là, au tout début des années 80. Je me suis tourné vers les évêques de Saintes et leur recrutement après la réforme grégorienne, c'est-à-dire en gros, pendant 2 siècles, je me suis intéressé à faire une sorte de prosopographie des évêques de Saintes pour savoir de quelle famille ils étaient originaires et comment ils avaient été recrutés pour ce poste, avec les tensions inhérentes entre grandes familles nobles locales, donc aristocratiques locales, les familles de toute la région, mais aussi les prétentions de l'Église à réformer les mœurs et justement à mettre à la tête de ces évêchés des personnes qui soient, disons, là pour leurs compétences de chrétiens et pas simplement parce qu'ils étaient les fils des grandes familles locales. Vous auriez aimé faire une thèse ? Oui, j'ai même eu une idée de faire une thèse qui, j'en ai eu beaucoup de satisfaction. J'ai l'impression que quelqu'un s'y est mis sur à peu près le même sujet depuis. C'était de travailler sur la famille des Lusignans, donc une grande famille locale là aussi, et sur la façon dont on aurait pu, peut-être, mais ça je ne le sais pas parce que je n'ai pas mené les enquêtes jusqu'au bout, on aurait pu peut-être imaginer un rapport entre famille branche orientale et branche occidentale, puisque les Lusignans font partie des familles qui sont parties pour la croisade et que certains d'entre eux, tardivement, sont devenus souverains donc en Méditerranée orientale. Essayer de voir si des liens avaient été maintenus entre les 2 branches de la famille, en particulier au point de vue de l'architecture, de la culture, pourrait-on dire, entre transfert culturel entre Orient et Occident. Bon, je crois que quelqu'un s'y est mis et je vais bientôt en avoir la certitude. Qu'est-ce que vous ont apporté ces études d'histoire médiévale ? Elles m'ont apporté le goût du travail lent et patient que je ne pratique plus maintenant puisque je fais plutôt un travail, disons, plus rapide, mais du travail lent et patient, des hypothèses, de la façon d'élaborer une réflexion sur une longue durée. J'ai mis 2 ans à faire ma maîtrise d'histoire au lieu d'1 an parce que j'ai voulu prendre mon temps, parce que j'ai voulu vérifier des hypothèses et mes professeurs ont été assez sympathiques pour accepter ce délai supplémentaire. Mais c'est vrai que ça fait partie du grand plaisir que j'ai eu à aller dans les archives, à compulser la patrologie latine, à lire tout un tas de textes médiévaux qui m'ont permis justement de penser que l'histoire prenait son temps et qu'il fallait justement prendre son temps pour la faire et que la faire trop précipitamment, c'était parfois utile parce qu'on avait des sortes d'intuitions, mais qu'elles étaient parfois, et même assez souvent, contredites par le travail lent et patient du chercheur. Vous avez fait ensuite des études de journalisme, donc à Lille. Pourquoi ce changement ? Pourquoi vous n'avez pas continué l'histoire ? Parce que j'espérais un poste temporaire d'attaché qui permettait de travailler en tant que documentaliste au Centre d'études supérieures de civilisation médiévale, que les budgets n'ont pas été votés cette année-là, que mes parents m'ont dit qu'il fallait peut-être que je choisisse, que je fasse autre chose, et donc je me suis orienté vers le journalisme. Il se trouve que nous étions au tout début des années 80 et que je participais depuis le début à l'aventure d'une radio locale, donc j'ai découvert le plaisir de ce qu'on appelait à l'époque les radios libres, que j'ai bien aimé ça et que d'une certaine façon, il ne m'a pas été trop difficile d'imaginer, d'autant que mon meilleur ami donc m'a dit à l'époque qu'il avait passé le concours de l'école journaliste de Lille, que c'était agréable, intéressant d'aller vers le journalisme et c'est ce que j'ai fait. Je suis parti donc pour passer ce concours, je l'ai eu et je suis parti donc 2 années à Lille avant de revenir à Paris à Radio France. Vous aviez déjà donc ce goût de la radio en fait avant même d'entrer dans l'école. Absolument, absolument. Après vos études, vous êtes entré à Radio France, donc où nous sommes aujourd'hui. Finalement, pourquoi vous avez choisi de faire de la radio et pas du journalisme écrit, de la presse écrite ou de la télévision ? Parce que on peut avoir quelques ambitions, mais quand on s'aperçoit que sa plume ne correspond pas aux critères que l'on veut se donner d'exigence de la presse écrite et qu'on a de grands maîtres qui peuvent être Hemingway, Albert Londres ou des grands contemporains, et qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas à la hauteur, on se dit tout compte fait, peut-être la radio c'est mieux, et peut-être aussi parce qu'il y avait dans la radio une spontanéité, une vivacité, une capacité, une souplesse très grande
que j'ai découverte, cette souplesse, ça m'a frappé à ce moment-là, en faisant des stages en radio entre mes 2 années d'école à Lille. Et je me suis dit que c'était véritablement le média qui me correspondait le mieux, d'autant que je l'avais déjà pratiqué en amateur. Cette pratique amateur m'avait d'ailleurs convaincu qu'il fallait passer à une sorte de professionnalisme, parce que ça n'était pas parce qu'on faisait rire les copains dans le studio de la radio libre qu'on était pour autant un vrai médiateur. Au contraire, ces copains eux-mêmes, quand ils n'étaient plus dans le studio, vous disaient qu'ils ne comprenaient plus rien aux blagues que vous étiez en train de faire. Donc ça voulait dire qu'il fallait trouver un moyen de leur parler et de faire en sorte que le message que l'on voulait faire passer finisse par aller à ceux qui devaient l'écouter. Donc c'est comme ça que je suis passé à la radio, et je n'ai jamais regretté d'avoir choisi ce média, qui est quand même un média absolument formidable, parce qu'il a la vertu d'ouvrir les oreilles, de créer des paysages sonores, d'inventer des capacités chez l'auditeur qu'il ne soupçonne même pas. Là, il nous entend, il entend sûrement le caractère un peu vaste de la salle dans laquelle nous nous trouvons. Il entend notre voix un peu calme parce qu'on ne veut pas parler trop fort. Mais si on était dans le couloir qui longe cette salle, eh bien, tout de suite, on n'aurait pas la même voix. Et cela, on peut le faire entendre à n'importe quel auditeur. Les espaces sonores s'entendent. Et c'est un des grands plaisirs que j'ai eu à découvrir tout cela en travaillant en Radio France depuis maintenant plus de 30 ans. Je ne suis que d'accord avec ça. Et quelles étaient vos premières impressions quand vous êtes arrivé ici dans cette maison ? D'abord, la grandeur. D'abord, je pense que je suis un fils des années 60, donc un enfant de la grandeur gaulienne, et arrivé dans une maison qui était l'incarnation physique de ce qu'était l'ambition gaulienne pour la France, c'est-à-dire des bâtiments gigantesques qui disent la grandeur de la France pour tous ceux qui les longent et qui donc les voient dans la ville. C'est Orly, c'est la maison de la radio, c'est la même époque. Moi, ça m'a toujours beaucoup impressionné. Puis je suis un enfant aussi de la télévision, et je sais que la télévision des années 60 se faisait aussi ici, et que j'ai entendu parler du nom de ces studios dès que j'avais 6 ou 7 ans pour les jeux qui étaient menés par Guy Lux et Simone Garnier. Donc il y avait toujours autour de cela une sorte de mythologie, et j'ai découvert cette grandeur. J'ai découvert aussi la variété des métiers qui y travaillaient ici, et ça a été un des grands plaisirs que j'ai pu avoir, de croiser les réalisateurs, de travailler avec eux, les réalisatrices, les bruiteurs, puisque les grands studios de Radio France sont souvent des studios de fiction où on entend les comédiens aussi, et donc de voir une foule de gens qui font des métiers différents, tout au service de la radio, ça je dois reconnaître que je ne me lance pas non plus. J'ai lu dans une interview que vous avez notamment, à vos débuts à Radio France, travaillé avec Jean Lebrun, qui anime aujourd'hui donc la Marche de l'Histoire, et qui vous a en quelque sorte aidé à trouver comment concilier histoire et journalisme. Est-ce que c'est vrai ? C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Jean Lebrun, donc je l'ai connu 1 an après être rentré à France Culture. Il est arrivé un an après. Et on s'est reconnus d'une certaine façon. Il avait une agrégation d'histoire et on a une dizaine d'années d'écart. Il a 10 ans plus âgé que moi. Et donc, effectivement, j'ai tout de suite compris qu'auprès de lui, j'allais réapprendre le métier que j'avais appris à l'école de journalisme, c'est-à-dire une autre façon de le faire, peut-être parce que j'étais à France Culture avec du temps, justement, dont on parlait tout à l'heure à propos des archives, plus de temps, plus de capacité à travailler les sujets en profondeur avec plus de latitude. Et puis, en travaillant 10 ans dans une équipe d'actualité qui était l'équipe de Jean Lebrun, mais en même temps qui était très nourrie des connaissances historiennes et historiques et de sciences humaines, eh bien, j'ai pu appréhender la capacité de faire le joint entre des savoirs profonds, pourrait-on dire, et l'actualité. Et ça, je dois reconnaître que ça ne m'a jamais lâché non plus. J'ai vu que vous aviez fait du documentaire radio pendant plusieurs années. Comment on peut concilier journalisme et histoire dans cet exercice un petit peu précis ? Alors, le documentaire radio, ça m'est venu par un autre de mes parrains de radio, à savoir Patrice Gélinet, qui faisait sur France Culture, quand je y suis entré. Il a été d'ailleurs plus ou moins le créateur de cette discipline à France Culture, des documentaires d'histoire contemporaine. Et j'ai appris auprès de Patrice Gélinet comment fabriquer un documentaire avec des témoignages multiples. Il était le créateur d'une grande série d'histoires de 10 heures pour France Culture
sur la guerre d'Algérie et de 10 heures sur la guerre d'Indochine. J'ai écouté ces émissions, j'ai participé à certaines d'entre elles quand il a créé l'Histoire en direct, où je faisais une revue de presse historique en même temps que je faisais la revue de presse dans l'émission de Jean Lebrun. J'ai donc appris auprès de lui le montage des témoignages, l'alliance des témoignages avec les archives, et auprès de ces réalisateurs et réalisatrices. J'ai travaillé avec Mehdi El Hadj, qui était un de ses réalisateurs, et avec Christine Robert, qui était une de ses réalisatrices aussi. Et j'ai compris que le documentaire radio d'histoire était une forme très particulière qui permettait la confrontation des opinions, la multiplicité des visions sur un même fait d'histoire, évidemment d'histoire contemporaine, parce qu'en l'occurrence, les gens qui témoignaient étaient des témoins de la guerre d'Algérie, de la guerre d'Indochine ou de toute autre histoire depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Et ça a été une formation considérable aussi, dont je me suis servi ensuite pour reprendre l'Histoire en direct quand il est parti pour France Inter, et pour créer ensuite, à la demande de Laura Adler, qui venait d'être nommée à la direction de France Culture, la Fabrique de l'Histoire en 1999. Et oui, justement, dans la Fabrique de l'Histoire, donc, vous mêlez plusieurs formats. Donc, vous mêlez interviews, vous mêlez débats, des archives documentaires. Pourquoi vous avez voulu maintenir toutes ces formes différentes au sein d'une seule émission ? Parce que on m'a beaucoup conseillé de ne pas le faire. On m'a dit souvent, il faut que les auditeurs ne s'y retrouveront pas dans ce fouillis avec des formes qui changent tous les jours, etc. Et parce que je pense que la radio est un média trop riche pour, disons que j'ai toujours eu cette image de, il faut pas avoir une Rolls avec un moteur de 2 chevaux. C'est-à-dire que la radio, c'est ça, c'est une Rolls. Tout est possible à la radio. On peut inventer des imaginaires, des paysages sonores. On peut entendre des témoignages d'une profondeur considérable parce qu'il n'y a pas l'image. On peut créer du débat très vif entre des intervenants. Et pourquoi se passer de chacune de ces formes alors que nos prédécesseurs ont inventé progressivement toutes ces formes qui sont désormais à notre disposition. Donc la qualité du reportage, de la description dans un lieu d'histoire, par exemple, la capacité à traiter de la question de l'intime, la capacité à évoquer un débat d'idées extrêmement vif, tout ça est possible à la radio. Donc ce serait dommage de réduire, disons, son propos à une seule de ces formes. Et il y a des sujets qui peuvent être faits en documentaire, d'autres pas. Il y a des sujets qui sont mieux en débat et d'autres qui sont mieux en entretien, en face à face. Donc, puisque toutes ces formes sont là, pourquoi ne pas les utiliser ? Effectivement. Et depuis 20 ans, comment l'émission a évolué ? Elle a évolué en plusieurs temps. Elle est née d'un séminaire qu'avait tenu Laura Adler avec Jacques Le Goff, qui travaillait depuis déjà très longtemps à France Culture pour les lundis de l'histoire avec d'autres. Et Laura Adler, on était à la fin des années 90, qui avait été très marqué par les questions des procès de la Seconde Guerre mondiale, procès Papon, procès Barbie, procès Touvier. Et donc la question des rapports entre mémoire et histoire était très présente dans le débat public. Et Jacques Le Goff avait, à la demande de Laura Adler, fait un petit séminaire de réflexion autour des rapports d'histoire et mémoire. Et c'est à cette issue, à l'issue de ce séminaire, que Laura Adler m'a demandé de changer le programme de la Fabrique de l'Histoire et de cette émission d'histoire que je faisais, qui était l'Histoire en direct, pour le transformer en Fabrique de l'Histoire. C'est le titre que je lui ai proposé et qu'elle a accepté. Et à partir de ce moment-là, toute la question, c'était de la réflexion, de réfléchir avec des formes différentes sur les rapports entre histoire et mémoire. Et donc les tensions que pouvait générer justement ce rapport entre l'un et l'autre. Et puis dans un deuxième temps, après 4 ou 5 années où on avait beaucoup travaillé sur ces questions-là, il s'est agi de passer à un autre régime de réflexion sur l'histoire et sur la façon dont elle était présente dans la société contemporaine, qui était la question des usages politiques et sociaux de la mémoire et de l'histoire. Il y a eu un grand colloque qui m'avait beaucoup frappé, qui s'était tenu à Paris autour de ce thème des usages politiques et sociaux. Et à partir de ce moment-là,
j'ai demandé à mon équipe qu'on fasse faire une bifurcation et qu'on travaille sur la façon dont l'histoire était utilisée par les hommes politiques, par la société elle-même, par les mouvements mémoriels, par le mode des commémorations, dont l'histoire était utilisée dans le quotidien de chacun et de chacune d'entre nous. Et c'est comme ça qu'on a évolué vers une forme différente à partir du moment où on est passé en émission quotidienne en 2004. Et on est plus ou moins sur le même régime, si vous voulez, avec en 20 ans d'évolution, le grand bénéfice d'avoir vu naître au moins 2 grands mouvements, sinon plus d'ailleurs, 2 grands mouvements historiographiques qui se sont épanouis pendant ces années-là. Le genre était déjà né à ce moment-là, mais disons qu'il a pris son ampleur à partir de la fin des années 90 et l'histoire dite mondiale, connectée, globale, etc., s'est aussi développée à ce moment-là et ça fait partie des grands plaisirs que de voir arriver sur sa table certains des livres qui vont orienter pour un temps donné, quelques années, quelques décennies peut-être pour les plus grands d'entre eux, orienter les recherches dans une autre voie que celle à laquelle on avait pensé jusqu'alors. Vous avez vraiment vu les sujets en histoire même évoluer en fait pendant 20 ans. Bien sûr, ça fait partie de l'historiographie contemporaine. C'est-à-dire qu'effectivement, les thèses se soutiennent. Une fois que les thèses sont soutenues, elles sont publiées. Et une fois qu'elles sont publiées, elles sont appréhendées par un public plus large que le public des simples universitaires, qui d'ailleurs parfois peut faire des contresens, peut lire différemment que ce que voulaient dire les livres et se tromper sur ce que voulaient dire les auteurs, mais en tout cas, d'une certaine façon, il y a une réappropriation et ça donne un plaisir fou que de voir comment circulent les débats historiques dans une société. Parfois, on est disons surpris, parfois on est même un peu choqué par la violence de ces débats, mais ça montre aussi que le passé est présent et que ce passé-là fait retour. Moi je dis souvent, quand on met le passé par la fenêtre, par la porte, il revient par la fenêtre, et c'est vrai, c'est-à-dire que j'ai vu naître par exemple les débats autour de l'esclavage. C'est dans ces années-là que sont nés ces débats, c'est dans ces années-là que les questions autour de est-ce que je suis ou pas descendant d'esclaves dans la société contemporaine sont des questions qui sont devenues prégnantes. C'est dans ces années-là qu'on a vu glisser à propos d'un massacre dans la ville de Paris pendant la guerre d'Algérie. On a vu glisser le signe qui était Charonne, et le métro Charonne est passé désormais de l'autre côté. Charonne a quasiment été oublié au profit du 17 octobre 1961. Ça veut dire qu'il y a des porteurs de mémoire, il y a des gens qui réaniment une mémoire qui avait été oubliée, une histoire qui avait été mise sous le boisseau, et que d'autres histoires, heureusement ou malheureusement, sont oubliées parce que plus personne ne les réanime, plus personne n'est là pour pouvoir dire combien il est important, malgré le travail d'Alain Devers, par exemple, de réfléchir à la question de ce qu'a été Charonne dans la société française. Donc c'est vrai que c'est agréable et intéressant de voir combien l'histoire est mouvante, combien elle est chatoyante, je dis souvent, parce qu'elle nous offre des parures qui ne sont pas celles que l'on imaginait lorsqu'on s'est plongé sur tel ou tel sujet 10 ou 15 ans plus tôt. Pour vous, c'est vraiment une part de votre métier d'être... vous transmettez un petit peu cette parole ? Mon métier, c'est surtout de dire aux auditeurs combien l'histoire est plus intéressante que ce qu'on leur en dit habituellement. C'est-à-dire de montrer la capacité des chercheuses et des chercheurs, des universitaires en herbe ou déjà confirmés, à chambouler les idées que l'on a sur le passé. De montrer que ce grand magasin des accessoires qui est le passé peut être beaucoup plus varié que ce qu'on leur dit habituellement, qu'il y a des dizaines d'interprétations possibles d'un même événement historique, et que ça, c'est le grand plaisir de l'histoire, c'est-à-dire que de montrer qu'il n'y a pas univocité, qu'il n'y a pas un caractère univoque à une histoire, mais qu'il y a beaucoup de lecteurs potentiels, etc., que cette histoire nous surprend tout le temps. C'est-à-dire que, par exemple, voir naître le
travail sur les passeurs, tel que il est né des travaux de Jocelyne Daclia sur la lingua franca, qu'il est né des travaux de Zrinka Stahuljak sur les fixeurs au Moyen-Âge, qu'il est né de tout un tas d'autres travaux universitaires autour de ces figures de marins, de missionnaires, de commerçants qui sont entre deux mondes. Et là, c'est tout le travail des gens qui sont dans l'école de l'histoire mondiale ou de l'histoire connectée qui nous a montré ça, tout ce travail-là. Eh bien, c'est passionnant parce que d'un seul coup, ces gens qui étaient dans les archives, qu'on ne voyait pas, on va les retrouver, et donc à partir de ce moment-là, on va raconter une autre histoire de la mondialisation, on va raconter une autre histoire qui passe par des personnages qui ne sont pas forcément des personnages très repérables, mais qui sont des traducteurs, par exemple, les gens qui passent d'une langue à l'autre, des truchements, des droguements, toutes ces personnes-là sont des personnes qui réapparaissent aujourd'hui parce qu'on s'aperçoit que dans une mondialisation que nous connaissons aujourd'hui, on a besoin de ceux qui sont entre deux, qui sont entre deux mondes, qui nous disent comment on passe de l'un à l'autre, qui nous traduisent des signes qu'on pourrait ne pas comprendre. Eh bien, ça me passionne de voir que toute une génération de chercheurs s'intéresse à ces personnages-là et que ces personnages-là sont au cœur désormais d'une historiographie mouvante, extrêmement agréable à lire aussi, parce que voilà, ce sont des personnages, des aventuriers, des sortes de personnages qui n'avaient pas, a priori, dans leur bagage ni universitaire, ni de savoir, ni même de naissance, à jouer un rôle comme celui qu'ils ont joué ensuite. Et ça, c'est formidable. Chaque semaine dans votre émission, vous traitez donc un sujet en plusieurs émissions. Comment vous choisissez ces sujets ? Alors les sujets viennent souvent de la proposition des producteurs et productrices de la Fabrique de l'Histoire de faire un documentaire sur tel ou tel thème. Et puis à partir du moment où le documentaire est lancé, qui nécessite un mois de travail environ, on réfléchit à la thématique que l'on va construire autour. C'est le documentaire qui motive en fait le reste des thématiques. Souvent, mais pas tout le temps, parce qu'aussi on peut commander des documentaires en fonction d'un sujet que l'on veut traiter. On voudrait faire, je sais pas, quelque chose sur le patrimoine, eh bien, après l'incendie de Notre-Dame, eh bien, on va commander un documentaire qui va permettre de traiter la question du patrimoine, et puis ensuite on va développer 4 émissions autour de cette question du patrimoine. Donc c'est souvent le cas, mais ça n'est pas toujours le cas. Et puis ensuite on a des envies, on a des lectures, quand on a lu tel ou tel livre avec un personnage un peu étonnant, on se dit tiens, ça ferait un bon sujet d'émission. Donc à partir de ce moment-là, on va essayer de trouver une thématique qui va rassembler les sujets d'histoire médiévale, d'histoire antique, d'histoire moderne et d'histoire contemporaine. Quand on peut le faire, c'est formidable. Qui compléteront le sujet initial. Et c'est vrai que j'ai tendance, malheureusement les médiévistes trouvent que je ne fais pas encore assez de médiéval, mais ça c'est normal. C'est vrai que la contemporaine prend beaucoup de place, en particulier dans l'actualité, mais j'ai tendance aussi à essayer de ramener au Moyen-Âge le plus souvent possible notre propos, même si on en fait forcément beaucoup moins que de contemporaine. Est-ce que vous voyez justement des différences de traitement selon les périodes ? Parce que vous me dites la contemporaine, forcément, on a plus de choses, donc on la traite plus. Mais est-ce qu'il y a des périodes qui sont plus compliquées à traiter que d'autres ? Je crois pas. Je crois que ce qui est le plus difficile à traiter, ce sont les grandes cultures qui nous sont étrangères. Je me suis amusé plusieurs fois à faire des émissions sur la Chine antique ou médiévale. Je reconnais que là, il faut faire un grand effort. Il faut avoir aussi la chance d'avoir en face de soi des très grands médiateurs et des très grands professeurs qui acceptent justement de revenir à la base du savoir qu'ils ont et qui est bien plus précis que cela pour pouvoir faire une émission d'1 heure autour de cette thématique-là. Mais non, je crois que c'est peut-être effectivement la diversité des cultures, la complexité justement de faire pénétrer dans un autre registre de connaissances que celui qu'on a l'habitude d'avoir, les auditeurs. Ça, c'est peut-être plus compliqué qu'autre chose. Sinon, pour ce qui est de la sphère, disons, européenne au sens large, y compris la Méditerranée, y compris l'Afrique du Nord, y compris l'islam, etc., etc. Tout cela, ça fait partie, disons, d'un bagage qui est
peut-être plus simples à mettre en avant, mais dès qu'on part vers des cultures très différentes comme les cultures d'Asie, du Pacifique, etc., c'est peut-être plus complexe, mais ça c'est aussi peut-être ma formation, ma méconnaissance de ces cultures-là qui fait que c'est plus difficile pour moi, et peut-être on a plus tendance à privilégier ce que l'on sait déjà. Et quels sont les sujets que vous préférez aborder ? En fait, les sujets que je préfère aborder, c'est souvent les sujets qui me surprennent. C'est-à-dire qu'en fait, remettre 2 fois les pieds dans le même chemin, ça n'est pas toujours très agréable. En revanche, être surpris par une approche, être déstabilisé, c'est quelque chose de toujours très agréable. Ça pourrait paraître désagréable, mais en fait, c'est fermer un livre ou un article ou aller voir une conférence et se dire mais je pensais que c'était ça et on vient de me dire que ça n'est pas ça du tout. Et là, à partir de ce moment-là, ça met en doute les savoirs constitués, ça met en doute l'idée que l'on a de ses propres connaissances, et ça fait redémarrer la machine, si vous voulez. Ce qui est quand même très agréable, c'est de se dire que moi, après 30 ans d'émission plus de 30 ans après d'émission à France Culture, quelquefois, je m'ennuie, je lis des choses qui m'intéressent moins, mais quand même, trouver dans quasiment tous les livres que je lis, et j'en lis beaucoup, la petite pépite qui vous fait réfléchir. J'étais il y a quelque temps réfléchir avec un chercheur sur le fait que à qui fait-on confiance quand on conquiert une terre ? Est-ce qu'on fait confiance à ceux dont on vient d'exterminer la famille ? Est-ce qu'on fait confiance quand on va au pays des infidèles, ça c'est Ring Castelnujac, à son guide, qui peut être aussi celui qui va, disons, décider de vous passer de vie à trépas ? Est-ce qu'on fait confiance alors qu'on est en train de mener une croisade idéologique à celui qui est son adversaire, dans un contexte où on peut être fragilisé? Ça, par exemple, j'ai réfléchi à ces questions-là parce que j'ai lu des recherches sur ces questions-là, et des recherches qui étaient très bien menées, qui d'un seul coup me réinterrogeaient sur notre capacité de voyageur, notre capacité à avoir justement confiance dans des endroits où a priori on n'est pas le bienvenu. Ça, c'est un petit bagage qui ne cesse de m'accompagner. C'est-à-dire que depuis que j'ai lu ces choses-là, je réfléchis autrement à la condition d'occidental, par exemple, dans un monde globalisé. Je me dis, ça c'est une vraie question. Comme plutôt entendre dans la société dans laquelle je vivais des gens qui me disaient je suis descendant d'esclaves, alors que je considérais un peu bêtement que l'esclavage avait disparu en 1848, ça m'a fait réfléchir sur la permanence des formes d'esclavage moderne, sur la longue traîne de l'esclavage dans nos sociétés contemporaines, qui pourtant font semblant de croire que tout cela est derrière soi, mais les hiérarchies sociales, les hiérarchies raciales qui sont issues de la colonisation et de l'esclavage sont encore présentes, sans le dire, dans nos sociétés contemporaines. Donc tout cela, ça fait réfléchir, et donc cet aller-retour en permanence du travail des chercheurs avec notre propre quotidien, c'est quand même le grand plaisir qu'on peut avoir à faire ce métier. Et est-ce qu'il y a un invité qui vous a particulièrement marqué récemment ou pendant votre émission ? Les rencontres sont multiples et je ne vais pas en privilégier un seul ou une seule parce que les autres m'en voudraient, mais c'est vrai que il y a des rencontres qui sont des rencontres exceptionnelles parce qu'on rencontre des personnes qu'on a lues plus jeunes et qu'on a en chair et en os devant vous. Mona Ozouf, Michel Perrault, Nathalie Zemon-Davis font partie de ces rencontres qui vous enthousiasment parce que elles vous disent que ce que vous avez lu et qui était à distance, un peu loin, parce que vous étiez un jeune étudiant 30 ou 35 ans plus tôt, il y a une vérité dans cette rencontre qui est très forte. Donc oui, toutes les rencontres avec les grandes figures de l'histoire et de l'historiographie française ou internationale sont des rencontres absolument passionnantes. Et puis, je ne pourrais pas citer les surprises que l'on a avec des jeunes chercheurs, des jeunes chercheuses qui sortent ou qui sont encore en thèse, qui sont encore pleins de leurs sujets, qui n'ont pas fini n'ont pas fait leur soutenance et qui d'un seul coup montrent
montre une énergie qui vous laisse entendre que dans 10 ans, dans 15 ans, cette personne-là eh bien, elle va être au sommet de la recherche si on la laisse continuer, parce qu'elle a une pensée, une vision de l'histoire que vous n'avez jamais entendue auparavant. Ça, c'est franchement très excitant. C'est rafraîchissant. Ouais, c'est plus que rafraîchissant, c'est excitant, ça donne envie de se replonger soi-même dans les études et de se dire, ben, voilà, c'est ça aussi. La recherche, c'est-à-dire ça n'est pas de la recherche de seconde main, c'est vraiment quelqu'un qui pense à la première personne à partir de documents que bien d'autres que lui ont parcourus auparavant et qui d'un seul coup vous offre une vision que vous n'aviez jamais imaginée d'un passé qui est pourtant un passé supposément connu. Ça, franchement, c'est quand même très excitant. Bah, c'est ce qu'on fait dans Passion médiéviste très souvent. En parallèle de votre activité radiophonique, vous écrivez des livres donc, qui portent sur l'histoire. Qu'est-ce que l'écriture de ces livres vous apporte ? Je ne vais pas vous cacher que je ne suis pas un grand écrivain et que j'aime pas beaucoup écrire. On m'a demandé d'écrire des livres parfois. Ça n'est pas le plus grand plaisir que j'ai. Je préfère parler. Donc, je ne dirais pas que je suis un auteur de livres. Je suis quelqu'un qui souvent a mis en forme des émissions de radio pour l'édition. Mais ça n'est vraiment pas mon média favori. Je pense que j'ai toujours une sorte de respect pour l'écrit qui fait que je pense que ce que je pense ou ce que j'écris n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait publier, et que souvent, moi-même, lisant pas mal de livres, je me dis qu'il y en a certains qui mériteraient de ne pas être publiés, parce que simplement, voilà, il y a beaucoup de livres et il n'y en a pas tant que ça qui sont des grands livres. Donc c'est peut-être un peu orgueilleux que de dire ça, mais je n'ai pas la prétention d'être un écrivain d'histoire. Et vous collaborez aussi avec des revues comme l'Histoire et l'Esprit. Quel est votre rôle dans ces revues ? Je suis au comité de rédaction, ça porte différents noms. L'Histoire, c'est pareil, c'est la même histoire. C'est-à-dire, c'est une revue où j'étais abonné dès la première année, la deuxième année, je pense. La deuxième année, j'étais en deuxième année d'histoire. Et je me souviendrai toujours de mon professeur d'histoire médiévale qui nous avait dit, si vous n'avez qu'une chose à faire, c'est vous abonner à cette revue, parce que vous y trouverez des articles des plus grands historiens qui sont écrits de façon simple, et vous verrez qu'on peut écrire simplement de l'histoire. Et ça, c'est vrai que c'est la grande qualité de cette revue, c'est de proposer à des historiens d'écrire eux-mêmes les articles et de les éditer véritablement pour qu'ils soient accessibles pour le plus grand nombre, avec toutes les cartographies, les chronologies qui sont nécessaires pour ça. Donc moi, c'est un formidable plaisir que d'être dans cette revue, même si je ne suis pas très présent moi-même. Je vais au comité de rédaction, mais je n'écris pas dans la revue, simplement parce que ça me permet de renouer avec cette longue histoire personnelle, et aussi de m'apercevoir que la recherche peut être plaisante à lire, plaisante à comprendre, facile à comprendre, et que souvent ce sont des barrières que l'on se met soi-même à penser que des revues d'histoire ne sont pas accessibles et qu'il faudrait faire absolument les pieds au mur pour pouvoir disons, proposer une histoire agréable. Eh bien non, l'histoire savante est agréable du moment qu'elle est bien éditée, bien proposée. Il n'y a aucune raison que ça soit inaccessible. Et donc l'histoire, ça fait partie de cela. Puis Esprit, c'est une famille, c'est le cas de le dire, d'esprit, où j'aime bien travailler, où là je retrouve au contraire une réflexion sur la longue durée, puisque les numéros, c'est une revue mensuelle. Ça permet de réfléchir à tout autre sujet que l'histoire, de travailler sur la Chine, discuter avec des spécialistes des drogues ou de tout un tas d'autres sujets de l'histoire et de la société contemporaine. Et donc j'y prends un plaisir parce que justement ça m'écarte, disons, de mes foyers de raisonnement habituels. Sur Twitter et dans les médias, des personnes comme Stéphane Bern ou Franck Ferrand sont parfois accusées de faire une histoire peut-être un peu trop simplifiée, voire idéologique, par exemple en ne proposant qu'une certaine vision de l'histoire avec la royauté. Qu'est-ce que vous pensez de ces animateurs un petit peu stars, et qu'est-ce que vous pensez des reproches qu'on leur fait ? Alors, je pense que moi, je vous disais que j'ai commencé à lire dans l'arrière-cuisine de mon grand-père, Historia, Historama, qui étaient des revues vraiment
disons, très simple à lire et qui était là aussi fondée sur une vision de l'histoire qui était un peu simplificatrice, il n'y a pas de doute. Moi, je pense qu'il n'y a aucun problème à ce qu'il existe des façons de raconter l'histoire très différentes. Je regrette juste que les médias mainstream mettent simplement ce type d'histoire en avant et n'en profitent pas pour pouvoir imaginer des émissions plus complexes, puisque le succès que peut avoir, alors évidemment qui n'a rien à voir avec le succès de ces grandes émissions de télévision que peut avoir une émission comme La Fabrique de l'Histoire, c'est un succès qui montre qu'on peut proposer à des auditeurs, qui sont les auditeurs de France Culture, certes, mais qui pourraient peut-être être des auditeurs plus larges encore que le bassin de France Culture, on peut proposer des formes plus complexes et qu'on a des gens qui vous suivent. Après, ce sont souvent les décisions des directeurs ou directrices de chaînes de télévision qui imaginent, par exemple, que ce type d'histoire plus complexe, qui ne donne pas un résultat définitif à une vision particulière du passé, mais qui la met en débat, des visions différentes, eh bien, n'a pas sa place sur les créneaux de grande audience. Moi, je pense que si, mais simplement, si on n'essaye pas, parce que c'est du temps aussi. L'avantage de travailler à France Culture, et là je dois remercier pour ça tous les directeurs de France Culture qui nous ont fait confiance, installer une émission sur 20 ans, c'est pas évident. C'est sûr que quand on a commencé, nous étions le lundi après-midi à 15h et Laura Adler m'a dit tu peux imaginer quelque chose pour 2h30 d'émission hebdomadaire, mais sache qu'il n'y a pas grand monde. Il n'y a même quasiment pas d'auditeurs à cette heure-là. Donc, c'était aussi un risque, mais c'était aussi une chance que de proposer à un jeune producteur, avec une jeune équipe, de s'installer, de faire d'essuyer les plâtres, de voir si ça marchait, et puis ensuite de lui proposer de passer à un horaire plus exposé, qui était le matin sur France Culture. Et ça nécessite du temps, un peu d'audace, etc. Et je trouve que, dans disons, les médias les plus importants, de la télévision en particulier, ça manque beaucoup d'audace. Mais voilà, je ne vais pas me plaindre, puisque par ailleurs, on a notre place, on peut travailler, on n'est pas en concurrence, et que si ces producteurs-là d'émissions trouvent un public, bien voilà, ils le trouvent. C'est dommage qu'il n'y ait que cette proposition-là qui soit mise en avant. Qu'est-ce que vous pensez du traitement du Moyen-Âge dans les médias destinés au grand public ? Je pense que si Jacques Le Goff était encore vivant, il serait un peu déçu de voir que tout le travail de l'école historique française, Jacques Le Goff, Georges Duby et d'autres de ceux qui ont pourtant porté un renouvellement considérable dans les années 70 de la vision qu'on pouvait avoir du Moyen-Âge, s'ils étaient encore là, je pense qu'il serait un peu déçu de voir que ça n'a pas perduré. Mais ça, c'est un motif de réflexion. C'est-à-dire, en fait, moi, je me pose toujours la question de savoir comment surmonter les idées reçues. Alors, on peut dire, tiens, on va casser les idées reçues, on va changer la vision de l'histoire, on va montrer que la recherche est différente et que tout ce qu'on croyait sur le Moyen-Âge n'est pas vrai. C'est ce que pensait faire justement Jacques Le Goff avec évidemment sa notion de long Moyen-Âge, ses critiques sur l'idée que les Moyen-Âge seraient un âge sombre et farouche. Bon, force est de constater qu'on n'est pas les plus forts. C'est-à-dire que quand arrive Tony Truant, Game of Thrones, ça n'est pas Game of Thrones, avec l'influence que peut avoir une telle série, qui va rebalancer dans un sens qui ne soit ni sauvage, ni guerrier, ni violent. Donc le Moyen-Âge, si on veut expliquer que le Moyen-Âge n'était pas un moment de clôture, de fermeture sur soi, mais qu'au contraire c'était un moment d'aventure, d'ouverture, que ça n'était pas un moment où les gens étaient sales et pataugés dans des auges, mais que c'était un grand moment de l'hygiène publique, par exemple, etc. C'est extrêmement difficile que de le faire, parce que c'est installé depuis maintenant plus d'un siècle l'idée que c'était le contraire qui avait eu lieu. Donc
si on veut faire travailler nos imaginaires sur les croisades qui seraient autre chose que ce qu'on a dit qu'elles étaient, c'est-à-dire qu'ils étaient aussi des lieux de rencontre, de moments, de croisement de culture et de civilisation, qui avaient donc des truchements, qui avaient des gens qui passaient d'un côté sur l'autre, etc. etc. Ça, c'est aussi extrêmement difficile que de le dire, que la Méditerranée n'était pas qu'une clôture, mais elle était aussi un lieu de passage. Tout cela, c'est très délicat, très difficile, et ça montre aussi les limites d'un travail de médiation de l'histoire pour changer les idées reçues. Voilà, elles sont là, elles sont fortement ancrées, elles sont souvent fortement relancées par des productions grand public qui viennent balayer des dizaines d'années de recherche savante. Et donc, il faut peut-être en tirer des leçons, c'est-à-dire se dire qu'il faut continuer à faire son travail de médiation, continuer à faire son travail de recherche, sans avoir l'espoir que ce merveilleux médiéval puisse disparaître, par exemple. C'est-à-dire que voilà, il sera là, on peut tenter de le réduire à un moment donné, de le mettre de côté, mais il sera là et il faut vivre avec, peut-être. Pour finir, j'ai une petite question un petit peu rituelle dans ce podcast, et je l'adapte un petit peu pour vous. Quel conseil vous donneriez à un jeune ou une jeune journaliste qui voudrait parler d'histoire ? Ne rien abandonner de ses ambitions de complexité. C'est-à-dire ne pas penser que son auditeur, son lecteur, son téléspectateur est plus bête qu'il n'est, c'est-à-dire considérer qu'il faut trouver le bon véhicule pour pouvoir porter des idées complexes, et qu'en faisant cela, on peut trouver son public, c'est-à-dire ne pas prendre le public pour plus bête qu'il n'est. Et je pense que ça serait le meilleur conseil, c'est-à-dire chercher toujours à rendre la complexité tout en la rendant, disons, attrayante, intéressante, montrer que les enjeux complexes ne sont pas des enjeux difficiles à comprendre, mais qu'au contraire, faire jouer les idées entre elles, c'est une manière de montrer un monde qui n'est jamais fini, qui est toujours en mouvement, et une recherche qui elle-même est toujours en mouvement. Merci beaucoup Emmanuel Laurentin pour cette interview. Merci beaucoup de votre invitation. Quelques semaines après cette interview, Emmanuel Laurentin a annoncé qu'il arrêtait d'animer la Fabrique de l'Histoire. Il avait envie de changer de registre radiophonique et à la rentrée, il animera toujours sur France Culture Du grain à moudre. Et à la rentrée 2019 aussi, ce sera Xavier Mauduit qui reprendra la case Histoire sur France Culture de 9h à 10h avec le cours de l'Histoire. Pour vous, les auditeurs, vous pouvez retrouver cet épisode de rencontre sur le site passionmédiéviste.fr ainsi que tous les autres épisodes de rencontre. Et d'ailleurs, j'ai quelque chose à vous demander. Je n'ai pas encore d'idée pour les prochains invités de ce format. Donc, j'aimerais faire appel à vous. Est-ce que vous avez dans votre entourage ou est-ce que vous connaissez quelqu'un qui, dans son métier, fait passer le goût pour le Moyen-Âge aux autres ? Par exemple, j'aimerais bien trouver un guide qui fait visiter des monuments du Moyen-Âge et qui pourrait en parler toujours avec passion, ou peut-être des artisans. Donc si vous avez une idée, vous pouvez contacter par mail, donc passionmédiéviste, médiéviste toujours avec un S, @gmail.com, ou alors par les réseaux sociaux. Passion médiéviste est présent sur Facebook, Twitter et Instagram, ou alors directement sur le site à l'onglet Contact. Et si vous voulez écouter encore plus de Moyen-Âge, je crois qu'actuellement, si vous écoutez tous les épisodes de Passion médiéviste, vous en avez pour plus de 18 heures d'écoute. Ça occupera bien vos journées. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Passion médiéviste, quel que soit le format.